Et oui, c'est avec grand plaisir que nous allons retrouver Serge Sauvion pour Crime Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock. Aujourd'hui, Tendre assassin de Jack Ritchie. Nous sommes mariés depuis à peine 3 mois et je songe déjà à me débarrasser de ma jeune femme. Henriette, où est-ce que tu mets les poisons dont tu te sers dans le jardin? Mais, Robert chéri, j'applique la méthode biologique, aucun produit chimique. Et pourquoi as-tu besoin de poison? Hein? Eh ben, j'ai vu un scarabée dans les buissons. Il ne faut pas tuer n'importe quel scarabée, Robert. Certains sont très utiles. Oui. Dis-moi, Henriette, où est-ce que tu achètes les robes que tu portes? Eh bien, Robert chéri, je téléphone à Hélène environ 1 fois par mois et elle m'en envoie 2 ou 3. Comment ça, tu les essaies pas avant de les acheter? Mais c'est pas la peine, Robert chéri, puisqu'elle a mes mesures. Elle te plaît, celle-ci, Robert? Hein? Oui, elle te va à merveille. Néanmoins, Henriette, la prochaine fois, si tu veux bien, je t'accompagnerai, hein? On ira ensemble chez ton amie Hélène. En quittant ce bas monde, mon père a eu la bonté de me laisser un petit héritage que j'ai su faire fondre en quelques années. Quand j'ai rencontré Henriette, j'étais tout bonnement criblé de dettes. Comme je n'aime pas travailler, cette seule pensée me soulève l'estomac et le cœur. Je n'avais à l'époque autre ressource que le mariage, enfin je veux dire un riche mariage. Hélas, si le mariage me semble une institution fort recommandable tant qu'il s'agit d'autrui, la perspective de perdre mon indépendance ne m'enthousiasmait guère. Néanmoins, m'y étant résolu, j'en vins à fréquenter les thés dansants de province pour étendre mon champ de recherche. Et c'est dans l'un de ces thés dansants que je vis Henriette pour la première fois. Elle ne me fit pas, à vrai dire, une grosse impression, vous voyez? Petite, quelconque, d'apparence fragile, vêtue comme l'as de pique. Elle était assise toute seule dans un coin, l'air absent, un léger sourire aux lèvres. Elle faisait, comme l'on dit, tapisserie. Je réalisais alors qu'une jeune femme aussi mal habillée qu'Henriette devait être ou très pauvre ou très riche pour manifester une telle indifférence vestimentaire, et je me renseignais sur elle discrètement. Je découvris qu'effectivement, j'avais affaire à une très jeune héritière, très fortunée, orpheline et encore célibataire, exactement ce qu'il me fallait. Je m'inclinai cérémonieusement devant elle et l'invitai à valser. 3 quarts d'heure plus tard, nous n'en pouvions plus, elle et moi, de nous massacrer mutuellement les pieds. Henriette me dit qu'elle voulait rentrer chez elle. Je réglai les consommations, je lui offris mon bras et nous sortîmes. Le plus grand obstacle à mes projets de mariage ne vint pas d'elle. Oh non. Mais de son fondé de pouvoir, Monsieur Lamotte. Celui-ci vint me voir quelques jours après l'annonce de nos fiançailles. Monsieur Beaujard, quand j'ai entendu parler de vous, je me suis livré à une petite enquête. Vous êtes sans le sou et vous avez des dettes un peu partout. Puisque vous n'épousez Henriette que pour son argent, laissez-moi plutôt vous offrir 100 000 francs. Mais laissez-la tranquille. 100 malheureux 1000 francs. En comparaison de la fortune d'Henriette, il est fou, ce type, complètement fou. Cher monsieur Lamotte, Henriette et moi sommes profondément amoureux l'un de l'autre. Je ne renoncerai pas à elle pour tout l'or du monde. 200 000 francs, jamais. 300 000 francs, non. Brisons-la, monsieur Lamotte, s'il vous plaît. Notre mariage a lieu 3 semaines plus tard. Henriette est si émue qu'elle éclate en sanglots pendant la cérémonie.
Nous passons notre lune de miel au Club Med en Afrique, où Henriette glane une incroyable collection de fougères et de plantes tropicales qu'elle se propose d'étudier. Nous rentrons dans sa propriété et je me mets à étudier les comptes de la maison. Pendant une semaine, je subis sans rien dire une cuisine déplorable et un service au-dessous de tout. Mais le jour où Henriette reprend ses cours au collège de jeunes filles de Vesoul, je convoque les domestiques et je m'attaque directement à la clé de voûte, Madame Pouchon, la gouvernante, qui me considère avec insolence. Dites-moi, Madame Pouchon, pourquoi arborez-vous toujours cette mine renfrognée? On s'attendrait plutôt à vous voir gai comme un pinson pour avoir réussi à gratter 180 000 francs en 6 ans. Son visage porcin devient rouge, puis blanc. Elle est au bord de l'évanouissement. Je devrais vous faire mettre en prison, Madame Pichon. Mais néanmoins, je vais me montrer généreux. Vous avez une valise? Oui. Alors dépêchez-vous de la remplir. Je vous fiche à la porte. Tandis qu'elle sort de la pièce à grandes enjambées, je me tourne vers le chauffeur. Albert, vous ne pensez pas que nous ferions mieux d'envoyer toutes nos voitures à la casse? Si j'en crois vos factures de réparation, vous aussi, vous vous êtes suffisamment sucré. Je vous vire, vous aussi, foutez-moi le camp. Mais je vous préviens, si d'ici 1 heure, vous n'avez pas vidé les lieux, je vous considérerai comme un cambrioleur et je vous tirerai comme un lapin. Je ne viserai pas à la tête parce que la balle pourrait ricocher, mais vous offrez assez de surface ailleurs pour que je ne vous manque pas. Je congédie ainsi 70% des domestiques dont je remplace la moitié en m'adressant à une agence sérieuse. Oh, qu'est-il donc arrivé à Augustine Robert Chéry? Me demande Henriette au dîner, voyant que la bonne a changé. Je l'ai renvoyée, ma chère, ainsi que quelques autres. Tu n'avais tout de même pas besoin de 3 femmes de chambre personnelles, voyons. 3, Robert Chéry? Mais je n'en ai jamais vu une seule dans ma chambre. C'est Madame Pouchon qui s'occupe de tout ça. Je l'ai renvoyée, Henriette, elle aussi, et même le chauffeur. Oh, merci, Robert Chéry, merci. Je n'avais jamais osé le faire, et m'ont toujours fait un peu peur, surtout le chauffeur. Il avait l'air si mécontent de me conduire quelque part qu'à la fin, je prenais l'autocar. 1 mois plus tard, tous ces problèmes réglés, j'étudie maintenant, assis devant mon petit déjeuner, l'étape suivante qui doit m'apporter la fortune et qui nécessite l'élimination définitive de ma douce Henriette. Par le poison? Peut-être. Mais comment m'en procurer sans voir mon nom inscrit sur un registre? Et vous savez que les pharmaciens notent les noms des clients qui demandent certains produits. À vrai dire, je ne sais pas, parce que je n'ai encore jamais tué personne, voyez-vous. Robert Chéry, que dirais-tu d'enseigner toi aussi au collège de jeunes filles de Vesoul? Il suffit d'avoir une licence et tu en as une. Ainsi, nous partirions travailler ensemble tous les matins. Mais je n'ai aucune envie d'enseigner, Henriette. Quitte à faire quelque chose, je préférerais apprendre. Sans doute, Robert Chéry, mais en enseignant, tu te sentirais utile. Utile. Ça veut dire quoi, utile, dans sa bouche? Je pense soudain à Claude Damon, un vieux copain de fac qui étudiait la chimie. Lui, il a peut-être un poison. Après le petit déjeuner, je cherche son adresse dans l'annuaire et je me présente chez lui 3/4 d'heure plus tard. Mon ami Claude Damon détient-il la solution à mon problème? C'est ce que vous saurez dans quelques instants. Après les amabilités d'usage, devant un bon café, j'arrive enfin à brancher Damon sur un sujet qui m'intéresse. Dis-moi, Claude, je constate que tu es devenu un grand jardinier. Alors, Robert, tu rigoles, j'ai 2 pommiers et 5 pêchers. Mais tu te sers d'un pulvérisateur pour tes arbres, Claude. J'ai touché son point faible. Il se lève avec enthousiasme et je le suis jusqu'au garage qui tient de l'entrepôt de machines agricoles, mais aussi de la pharmacie. Je l'interroge sur ses diverses techniques pour soigner ses arbres et il finit par me montrer une boîte rouge.
Vois-tu, mon petit Robert, ça, c'est le produit le plus puissant que je possède. Avec ça, tu tues ce que tu veux. Je suis obligé de mettre un masque spécial pour pulvériser, sinon c'est trop dangereux, vois-tu. Ah bon? Oh bah tiens. Dis-moi, Claude, je boirais volontiers un autre café. Mais avec plaisir, mon petit Robert. Le soir venu, tandis qu'Henriette prépare ses cours, je m'installe près d'elle pour examiner ses comptes et je m'aperçois avec surprise qu'elle retire tous les mois 10 000 francs dont je ne vois pas l'emploi. Je lui demande donc des explications. Elle me répond en fondant en larmes. C'est à cause d'un chantage, Robert chéri. Enfin, c'est pour un de mes collègues, vois-tu, le professeur Mercier. Sa femme et lui ont adopté un enfant. Il croyait que tout était légal, mais un an plus tard, un homme s'est présenté, prétendant être le père. Pour garder l'enfant, le professeur Mercier a payé. Et puis ses économies ont fondu. Alors, désespéré, il m'en a parlé. Et j'ai pris les paiements à ma charge. Combien as-tu donné en tout à ce gredin, Henriette? Je ne sais pas au juste, peut-être 250 000 francs. 250 000 francs? Quand dois-tu revoir ce type, Henriette? Godard, il s'appelle Godard. Il vient ici tous les premiers lundis du mois. Il me téléphone toujours avant pour que je n'oublie pas d'aller à la banque chercher du liquide. Très bien, Henriette. Eh bien, la prochaine fois que ce Godard téléphonera, tu me laisseras lui parler. 250 000 francs de notre argent. Le coup de téléphone vient dans l'après-midi du samedi. Je commence par menacer le fameux Godard d'interrompre les paiements, mais une idée me traverse la tête. Mais qui sait si, rancunier, il n'essaiera pas de me faire chanter à mon tour quand il découvrira que j'ai fait disparaître Henriette. Alors je l'invite à venir me montrer les papiers qui prouvent sa soi-disant paternité. Le soir venu, j'expédie Henriette au collège de Vesoul où se donne une conférence sur les racines des séquoias. Puis, je verse la poudre jaune, volée chez mon ami Claude Damon, dans une bouteille de cognac. Godard arrive à 8h, 8h30. Je l'introduis au salon et je lui offre un verre, puis un second, qu'il vide sans reprendre son souffle. Soudain, la couleur de son visage commence à virer au pourpre. Je lui rends hâtivement les papiers qu'il m'a amenés et, sous prétexte d'aller chercher l'argent, je passe dans la bibliothèque où je prends le temps de fumer une bonne pipe. Quand je reviens dans le bureau, Godard est étendu sur le plancher aussi mort qu'on peut l'être. Je récupère l'enveloppe, les papiers, charge le corps sur mon dos, franchis la porte-fenêtre et, après l'avoir porté dans sa propre voiture garée devant la porte, je me mets au volant. Je traverse toute la ville. Enfin, arrivé dans un endroit suffisamment désert, j'abandonne voiture et cadavre. Puis je reviens jusqu'à la ville à pied. J'ai toujours aimé la marche. Les journaux publieront sans doute la photo de Godard quand on découvrira son corps. Si Henriette s'étonne de sa mort, je lui dirai qu'un homme comme lui a dû se faire beaucoup d'ennemis. Je suis sûr qu'Henriette se contentera de cette explication. Avant de rentrer à la maison, je rends encore une visite à mon ami Claude Damon. Compte tenu de l'heure tardive, son accueil n'est pas des plus hospitaliers, mais son visage s'éclaire dès que je lui explique que nous avons des ennuis avec les mulots qui ravagent notre verger. Aussitôt, il m'emmène à son garage et j'en repars avec du cyclolodidant. Le soir même, Lamotte, le fondé de pouvoir d'Henriette, vient dîner. C'est moi qui lui ouvre la porte et je le conduis directement au bureau. Henriette est en haut, mon cher Lamotte. Elle finit de corriger ses copies. Mais j'aimerais avoir une petite conversation avec vous, cher monsieur Lamotte. Vraiment? Quelle coïncidence, monsieur Beaujard. Figurez-vous que moi aussi. Monsieur Lamotte, vous êtes l'avoué et le fondé de pouvoir d'Henriette. Il est impossible que vous ayez ignoré les choses incroyables qui se passaient ici avant mon arrivée. Feuilles de salaire truquées, domestiques en surnombre, domestiques volants, dépenses astronomiques, etc. J'en passe et des meilleurs. Naturellement, monsieur Beaujard, puisque j'avais tout combiné. Quoi, Lamotte?
Vous avouez ça tout tranquillement? Mais bien sûr, monsieur Beaujard. Une organisation qui rapportait gros. J'avais mon pourcentage, vous comprenez? Henriette est une excellente botaniste, mais elle n'entend rien à la comptabilité. Elle s'en remettait complètement à moi, voyez-vous. Mais je vais porter plainte contre vous, monsieur Lamotte. Non, monsieur Beaujard, je ferai en sorte que vous veniez me rejoindre en prison pour meurtre. Eh oui, pour meurtre. Voyez-vous, mon petit monsieur Beaujard, il y a quelques années, j'ai découvert qu'Henriette retirait chaque mois 10 000 francs d'un de ses comptes en banque. Ma curiosité s'est trouvée éveillée, comme bien entendu. J'ai fini par découvrir l'existence de ce Godard. J'ai alors pris contact avec lui et je lui ai donné le choix. Ou bien collaborer, ou bien aller en prison. Il a naturellement choisi la collaboration. Et depuis, chaque mois, c'est 5 000 francs pour lui et 5 000 francs pour moi. Quand Godard m'a averti que vous vouliez le voir, je me suis demandé ce que vous aviez encore en tête. Je suis donc venu ici hier soir avec ma voiture et j'ai vu sa voiture ressortir de chez vous, mais c'est vous qui conduisiez, mon cher monsieur Beaujard. Dites-moi, est-ce que je peux prendre un verre de ce cognac-là qui est sur la table? Cognac? Ah oui, c'est le cognac qui a eu raison de Godard hier. J'ai oublié de jeter la bouteille. Mais bien sûr, servez-vous, monsieur Lamotte, servez-vous. Il déguste la première gorgée, puis vide allègrement son verre, et s'en sert un second, puis un troisième. Et continue. Quand vous avez abandonné la voiture de Godard, j'ai regardé à l'intérieur de la voiture. Godard était mort, bien mort. Je me suis dépêché de filer, comme bien entendu. Dites-moi, comment l'avez-vous tué? Hein? D'un coup de poignard dans le dos, monsieur Lamotte. N'essayez pas de me faire le même coup, mon petit Beaujard. Je suis sur mes gardes. Là, j'avoue que ce n'est pas très charitable, mais je souris. Oui, je souris de toutes mes dents. Cher monsieur Lamotte, nous reprendrons cette conversation après le dîner, voulez-vous? En attendant, je vais voir si Henriette est prête. À la fin du trimestre, après avoir fait nos valises, nous roulons, Henriette et moi, vers le sud, en direction de la Dordogne. Nous louons un canoë-kayak, achetons des provisions et partons à l'aventure. Comme nous commençons par descendre la rivière, ramer n'est pas trop pénible. Mais comme nous atteignons le premier rapide, je réalise que le canoë-kayak est quand même une affaire de spécialiste. Soudain, un rocher biscornu surgit devant nous. J'essaie de l'éviter, mais l'arrière cogne dedans et nous nous retournons. Emporté par le courant, je me sens tomber à la verticale, plonge à plusieurs mètres sous l'eau. Lorsque je remonte à la surface, je découvre que j'ai complètement franchi le rapide. Je nage tranquillement jusqu'à la rive que j'escalade et je regarde en amont. Henriette se cramponne à un rocher suspendu au-dessus du vide. Henriette, lâche-toi, ma grande. Tu tomberas dans les eaux calmes du bassin, il n'y a aucun danger. Mais Robert, je ne sais pas nager. J'en reste muet. Mon cœur se met à battre plus vite. C'est l'occasion rêvée. Pas besoin de recourir au poison. Je suis pris d'un tremblement. J'ai tué Godard, j'ai tué Lamotte, il le méritait. Mais peut-on tuer une enfant? Une enfant? Mais oui, une femme-enfant. Et qui m'aime tendrement, qui me l'a prouvé. Je pousse un juron effroyable et je me jette à l'eau. Je trouve immédiatement Henriette et je la ramène à la surface. Suivant ma recommandation, elle retient encore son souffle. Mais elle est à bout, la pauvre. Je la remorque vers la rive. Arrivé là, nous nous asseyons au soleil, mais Henriette est encore frissonnante et je la prends dans mes bras et je la serre contre moi. Elle lève ses grands yeux vers moi. Tu seras toujours là pour me protéger, n'est-ce pas, Robert chéri? Toute ma vie. Toute sa vie, voyons. Toute sa vie, ça veut dire toute la mienne. Ah, ça demande réflexion, ça. Je regarde Henriette et c'est étrange quand même. Plus je la regarde et plus je la trouve agréable à regarder. Et j'ai soudain le cœur qui se met à battre fort, très fort. Dites, est-ce que c'est ça, l'amour?
Story, les rendez-vous d'Alfred Hitchcock racontés par Serge Sauvion. Aujourd'hui, Tendre assassin de Jack Ritchie.